doit mourir un jour. Mais toutes les morts n'ont pas la même signification. C'est pourquoi nous, dans l'association des travailleurs du Congo-Kinshasa en France, nous avons estimé que les morts du 4 janvier 1959 ont une signification. C'est à cet endroit précisément qu'ont éclaté les émeutes de Léopoldville en janvier 1959 à cause de l'interdiction d'un meeting politique qui demandait la fin de la colonisation. Ces gens-là, nos compatriotes, nos aînés, se sont battus contre le pouvoir colonial. Et ils ont payé de leur sang. Ils sont morts pour la patrie. Alors cette lutte, nous avons considéré que cette lutte n'est pas terminée. Nous avons d'abord, d'une part, commémorer leur mort, c'est-à-dire donner un sens à leur mort. À chaque fois, nous devons nous rappeler de ces gens-là, parce que ce sont des patriotes. Ils ont voulu mettre fin à l'exploitation coloniale et impérialiste. Quelques jours plus tard, le roi Baudouin promet de conduire les Congolais vers l'indépendance. Histoire d'une indépendance précipitée. Regardez la séquence qui va suivre. Jusqu'en 1960, pour bon nombre de Belges, le Congo c'est ceci. Une population noire épanouie qui accueille en chantant le roi Baudouin pour le remercier de tous les bienfaits apportés par les Blancs. La preuve par l'image que la colonisation est bonne pour tout le monde. En janvier 1959, cette image idyllique éclate. C'est l'émeute dans la capitale Léopoldville. Les autorités belges ont interdit une réunion de partis politiques congolais réclamant l'indépendance. Les Congolais brûlent maisons et voitures. L'armée et la police tirent. Il y a 42 morts. Non, tout le monde n'apprécie pas les colons belges. C'était une découverte pour les Européens beaucoup plus que pour les Africains. Ils se sont dit, mon Dieu, ces gens existent. Et ils ont eu la trouille de leur vie. Avant l'indépendance, à plusieurs reprises, le pays vécut dans l'attente d'un soulèvement populaire contre l'occupant belge et ses valets congolais. L'insurrection du 4 janvier 1959 ébranla tout l'édifice colonial belge. Et comment expliquer justement cette explosion des colères des Congolais alors que 5 ans plus tôt, les Congolais ont réservé un accueil triomphal au roi des Belges, Baudouin Ier. Justement, les Congolais ont réservé un accueil triomphal au roi des Belges, Baudouin Ier, d'abord parce que la propagande sur place a bien préparé cette visite-là. Il faut tout de même rappeler les conditions dans lesquelles Baudouin est monté sur le trône. Après la Deuxième Guerre mondiale, son papa, Léopold III, était prisonnier en Autriche, il a été libéré par les Américains, il ne pouvait pas rentrer en Belgique, compte tenu des attitudes qu'il a adoptées pendant la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'il a refusé que la Belgique ne s'engage aux côtés des Alliés. Et même lorsque le Congo belge, après la décision du gouverneur général Pierre Ryckmans, le gouverneur général, décide que le Congo doit s'engager économiquement, financièrement, militairement aux côtés des Alliés, c'est contre l'avis du roi Léopold III. Et donc, il s'en est suivi ce qu'on appelle en Belgique la question royale. Mais dans les manuels d'histoire chez nous au Congo, c'est très peu évoqué, les conditions dans lesquelles Léopold III a abdiqué. Et donc, le Baudouin Ier qui monte sur le trône à l'âge de... D'abord, il a comme titre prince royal, ensuite roi Baudouin. Son voyage de 55 a été remise plusieurs fois parce que socialistes et libéraux ne s'entendaient pas avec les socio-chrétiens sur l'opportunité, les conditions, les orientations de cette visite. Finalement, quand il vient en 1955, la Belgique est dirigée par un gouvernement, une coalition libérale socialiste, avec notamment Buisseret qui va introduire l'école laïque au Congo, avec tout ce que cela a entraîné chez nous des bagarres entre l'Église catholique et d'autres fractions des autorités coloniales. Et donc, les triomphes du roi Baudouin, à la fois, il y a le travail de la propagande sur place, notamment l'Église catholique, c'est un. Et deuxièmement aussi, c'est parce qu'il y a dans la conception des Africains, lorsque le grand chef va venir, lui, enfin, il va nous libérer de certaines injustices dont nous sommes victimes ici.
Mais les Congolais ne savaient pas qu'en Belgique, les rois règnent mais ne gouvernent pas. Ça, c'est un principe constitutionnel de base, même si politiquement parlant, ces principes constitutionnels ont parfois été mis en cause. Et donc, les Congolais l'accueillent triomphalement, comme vous dites. Je dirais même que ce sont les Congolais qui ont donné un monarque à la Belgique, hein, parce que, autant en Belgique, il y avait des divisions assez vives entre partisans et adversaires du roi Léopold III, il a fallu du temps pour qu'il y ait apaisement autour du roi Baudouin. Autant au Congo, il est adulé partout. Mais ce triomphe est en trompe-l'œil, parce qu'à cette époque, en 1955, il y a plus de 3, 4, 5 000 relégués, comme on disait. C'est-à-dire des Congolais renvoyés, donc, sans condamnation judiciaire, renvoyés dans des camps de relégation, tout simplement parce que, soit pour des motifs religieux, soit parce que, tout simplement, ce sont des gens qui refusent les jours coloniales. Donc ça, c'est un. Et puis, deuxièmement, effectivement, accueil triomphal, mais les Congolais se rendent compte, puisque le roi sourit, on peut lui exprimer des revendications. Il faut lire La Voix du Congolais, la revue La Voix du Congolais. La Voix du Congolais qui doit faire un article pour dire aux Congolais, n'écrivez plus au roi, tellement le palais royal était inondé des demandes de Congolais, des demandes de toutes sortes, hein, notamment pour abolir les injustices. Le Congo était considéré comme un peu l'empire du silence, c'était calme parce que, bon, disons que matériellement, peut-être que les Congolais étaient bien, bon, ils avaient des salaires qui leur permettaient de vivre, mais à côté, il y avait l'exemple du Congo français où le général de Gaulle est passé, et là, de Gaulle avait dit aux Africains, bon, si vous voulez l'indépendance, nous vous la donnerons. Hein, ou si vous voulez rester dans l'Union française, ça serait notre souhait. Et les Congolais, en 59 ou même peu avant, ils commençaient déjà à demander l'indépendance parce qu'il y avait ce vent qui soufflait sur l'Afrique depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'il y a des Congolais qui ont fait la guerre, la Seconde Guerre mondiale, tout comme les autres Africains qu'on appelait les tirailleurs sénégalais. Et au cours de cette Deuxième Guerre mondiale, ils ont remarqué que, en fait, ils sont allés libérer les Français, les Belges, qui étaient occupés par les nazis allemands. Ils se sont dit, écoutez, nous qui croyons qu'il n'y a que nous qui sommes sous le joug du colonialisme, entre les Blancs aussi, en fait, ils étaient dominés par les Allemands. Alors, si eux réclament leur liberté, pourquoi pas nous? Nous sommes allés les libérer. Mais nous aussi, nous voulons profiter de cette liberté-là. Pourquoi ne pas devenir indépendant? Donc cela explique un peu cette différence d'attitude entre l'arrivée du roi Baudouin en 1955, où il était bien accueilli, et cette demande qui est devenue constante de l'indépendance congolaise. Qui est là, qui vous prend par le bras, oh là là là, c'est magnifique. 2 ans plus tôt, 2 ans avant l'indépendance, en 1958, le Congo belge, c'était encore ceci. Les colons qui mènent dans ce pays une existence de dur travail réservent le dimanche aux distractions et au sport. Et je participe avec mes amis à ce court intermède de détente. Dans cette colonie de rêve, l'idée d'indépendance n'effleurait personne. Ou presque. Le Congo, c'était un peu l'empire du silence, parce que partout ça bougeait dans le monde, du moins en Afrique, mais le Congo est resté calme. Là, nous en parlerons un peu plus tard. Dès 1956, le mot indépendance apparaît timidement sous la plume de quelques intellectuels congolais. D'autres lui préfèrent le mot émancipation. Mais peu importe le mot, c'est bien la fin du colonialisme qu'ils réclament les uns et les autres. Ils ne sont qu'une poignée. Leurs écrits passent complètement inaperçus. Le Congo est belge, bien sûr. Au contraire, 58, la Belgique s'éclate et organise l'exposition universelle en 58 ou à Bruxelles, où le Congo est la pièce maîtresse, vraiment la vitrine d'une Belgique triomphante. Ah non. À l'exposition universelle de Bruxelles, la Belgique brille de tous ses feux.
et le Congo est son plus beau fleuron. Mais pour les Congolais qu'on a déplacés par centaines pour magnifier l'œuvre coloniale, l'Expo 58 a d'autres effets. Venus des 4 coins du pays, ils se découvrent d'abord entre eux. Puis ils multiplient les rencontres avec les Belges et avec les étrangers. Pour eux, l'Expo 58 est une porte grande ouverte sur le monde, sur l'Afrique notamment, et ses mouvements de libération. Le 4 janvier 1959 est le titre officiel de notre journal, l'organe central d'information du mouvement congolais pour la démocratie. Vous voulez savoir pourquoi nous avons choisi ce titre? Un bref retour en arrière est ici nécessaire pour faire comprendre à certains qui ignoreraient l'historique de notre pays pourquoi nous avons choisi ce titre. Le dimanche 4 janvier 1959 fut le point de départ d'une insurrection populaire significative contre l'occupant belge. Pourquoi y a-t-il eu ce soulèvement? Tout simplement parce qu'il y a une foule qui est allée à Limika sur l'avenue Kasavubu, qui s'appelait à l'époque l'avenue du Prince Baudouin. Ils sont allés pour écouter le compte-rendu d'une conférence qui a eu lieu à Accra, la capitale du Ghana, donc le premier pays qui avait accédé à l'indépendance en 1957 en Afrique. Ils voulaient écouter les comptes rendus de cette conférence par les leaders qui étaient là-bas, Lumumba, Diomi et d'autres. Malheureusement, en dernière minute, ce rassemblement était interdit, alors que c'était autorisé par la ville de Kinshasa. Mais ce que je peux ajouter aussi, c'est qu'il n'y a pas que Kinshasa qui s'est révolté. Donc cette révolte, on l'a remarqué aussi en province, parce que moi j'étais à l'époque en province, je faisais mes études, j'étais au lycée à Tumba, une école de frères des écoles chrétiennes. Et à Matadi, où j'ai grandi, il y a eu le soulèvement aussi, c'est-à-dire qu'il y a eu des répercussions de ces soulèvements populaires de Kinshasa dans les grandes villes du Congo belge de l'époque également. Ce qui s'est passé le 4 janvier 1959, il faut distinguer d'une part les événements eux-mêmes, les causes conjoncturelles, structurelles, d'une part les événements, et deuxièmement l'analyse des événements. Les Congolais eux-mêmes, je ne suis pas du tout certain que jusqu'à ce jour, nous ayons analysé correctement et en profondeur les événements. Par exemple, pour être concret, vous trouvez encore des gens qui vous disent « Oui, le 4 janvier, les gens se sont révoltés parce qu'il y avait un match de football et une grande équipe, notamment un club, qui a été battu par Mikado 3-1. Les gens étaient mécontents. D'autres vous disent « Voilà, c'était des bandits qui pillaient, qui saccageaient des magasins. » Tout ça n'est pas exact, c'est même archi-faux. C'est-à-dire, il est grand temps, et peut-être que les émissions de télé et des radios pourraient contribuer à susciter des vocations des chercheurs, notamment des historiens, des politologues, des économistes, pour pouvoir analyser correctement cet événement politique majeur dans l'histoire et du Congo et de l'Afrique. Parce qu'au moment où les Congolais se révoltent le 4 janvier 1959, il y a des perspectives dans d'autres colonies. Le Ghana est déjà indépendant depuis 1957 et depuis 1958, les colonies françaises ont la possibilité de choisir de devenir indépendants ou de rester dans la communauté. En revanche, les Congolais n'ont pas cette possibilité-là et le 4 janvier 1959 va être un facteur d'accélération de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est-il passé exactement? Un meeting de la BACO. La BACO, au départ, c'est un mouvement d'association culturelle, donc fondé par des intellectuels congolais, notamment des Alandou. Mais la BACO a pris une tournure décisive, une orientation politique, dès l'instant où M. Joseph Kasavubu a été élu à la tête de la BACO. C'est sous l'impulsion de M. Kasavubu que la BACO a gagné les élections municipales de décembre 1957. À partir de là, les masses urbaines se sont engouffrés, donc ont investi les champs politiques, qui à ce moment-là était un champ clos. Or, 57 est une réponse au silence assourdissant des autorités coloniales belges, c'était en 56, et les groupes de conscience africaines,
groupes d'intellectuels et les Abako publient des manifestes où ils réclament, ils revendiquent l'émancipation politique du Congo allant jusqu'à l'indépendance. Les autorités belges répondent par un silence assourdissant. Bien au contraire, Kasavubu est même sanctionné le jour de son installation comme maire de la commune de Dendal, actuellement commune de Kasavubu, parce qu'il a tout simplement déclaré que pour nous Congolais, vous voyez Kasavubu qui au départ la Bako est une association culturelle qui regroupe essentiellement les Bakongo, mais non pas les Bakongo au sens ethnique, Bakongo au sens culturel, y compris les Bakongo, tous ceux qui sont des cultures Congo du sud de Bandundu, dont tous les Kouilou, y compris aussi les Bakongo originaires du Congo-Brazzaville qui vivaient à ce moment-là au Congo Léopoldville, c'est-à-dire au Congo-Kinshasa, qui étaient membres de la Bako. Kasavubu qui gagne les élections en tant que leader de la Bako, mais le jour de son installation, il se présente comme leader de tous les Congolais. Pour nous Congolais, il ne dit pas pour nous, membres de la Bako, mais pour nous Congolais, cette élection municipale n'est qu'une étape pour aller vers l'indépendance du Congo. Il est sanctionné. Et le même Kasavubu, cette sanction, évidemment, entraîne dans les chefs des militants et des membres de la Bako beaucoup de ressentiments. Ressentiments qui s'accentuent lorsqu'au mois de décembre, Kasavubu est empêché d'aller, comme le Patrice Lumumba, à la conférence d'Accra de peuples africains au Ghana. Et le 4 janvier 1959, alors que Lumumba, de retour d'Accra, a fait un meeting à la place Kalamou, donc place de la Victoire, Kasavubu convoque, invite les membres de la Bako pour discuter, débattre, parce qu'il est prévu que le gouvernement belge fasse une déclaration le 13 janvier, à la suite d'un travail mené par un groupe de travail, comme on disait, mis sur pied par le grand belge depuis 1958, qui doit sillonner le Congo et qui a sillonné le Congo. À l'époque, d'ailleurs, les étudiants congolais qui sont en Belgique ont protesté en disant « Mais c'est quoi cette histoire ? Vous envoyez un groupe de travail au Congo pour discuter avec les Congolais sur l'avenir du Congo. Il n'y a aucun Congolais dans ce groupe de travail. Les étudiants congolais protestent à l'époque, c'est-à-dire les Marcel Liaou, les Cardozo, les Mukamba, qui étaient étudiants à ce moment-là en Belgique, les Justin Boboko. Eh bien, en attendant que le groupe de travail puisse, que le gouvernement belge puisse faire sa déclaration, il y a un meeting de la Bako qui est prévu le 4 janvier. Mais là, on arrive au lieu du meeting. Les organisateurs, l'autorité de la ville de Kinshasa leur fait savoir que le meeting, en réalité, vous savez que jusqu'aujourd'hui, puisque vous avez demandé qu'est-ce qu'il faut retenir, aucun chercheur n'a retrouvé la circulaire interdisant qu'il n'y ait pas meeting. On a tout simplement fait savoir aux organisateurs de la Bako qu'ils devaient tenir compte de tels règlements, de telles ordonnances, parce que les meetings... Bon, bref, Kasavubu comprend qu'il vaut mieux ne pas tenir ces meetings-là. Il demande aux membres de la Bako de rentrer à la maison en disant « Nous allons nous revoir ici et on va en débattre lorsque le gouvernement belge aura pris sa décision. » Mais le peuple congolais ne veut pas, n'entend pas de cette oreille cette décision et contre cette décision. D'où cette explosion, parce que la foule commençait à arriver massivement place de l'Emika. Donc je dirais, ce qu'il faut retenir, c'est la volonté inébranlable du peuple congolais à se libérer du joug colonial face à un pouvoir colonial rétrograde. Deuxièmement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une alliance de classe entre les intellectuels de l'époque et les masses urbaines, en tout cas les masses populaires. Cette alliance a été nouée essentiellement au moment des élections de 1957. Ça dit qu'à partir du fait que les masses se sont exprimées lors d'un vote, les intellectuels congolais eux-mêmes qui se sentent un peu d'abord ragaillardis, et même un peu débordé, surtout après l'explosion du 4 janvier 1959. Et troisième chose, lorsque j'ai dit il faut retenir l'inébranlable volonté du peuple congolais à se libérer du joug colonial, les leaders de la Bako vont être arrêtés après cette explosion de violence. Donc la force publique, l'armée coloniale a réprimé, mais ce n'est pas, la Bako est dissoute, mais un comité clandestin de la Bako s'est constitué à Brazzaville, à la tête duquel se trouve M. Kingotolo,
Kingoto était secrétaire général de la BACO, et il était adulé par le peuple congolais, surtout pendant cette époque-là où Kasavubu est arrêté. Les militants, les membres ne l'appelaient plus que Mbota Kingotolo. Pendant qu'ils sont à Brazzaville, c'est pour organiser la résistance, et notamment en engageant un célèbre avocat de ténor du barreau de Paris, Maître Croquet, et c'est avec les cotisations des membres de la BACO que la BACO, le comité clandestin, va payer et les billets d'avion, les séjours de M. Croquet et aussi ses honoraires. D'ailleurs, les Congolais vont adopter Maître Croquet. Les membres de la BACO ne l'appelaient plus que Tata Koloke. Donc voilà ce qu'il faut retenir. Une alliance de classe entre une fraction des intellectuels congolais et les masses urbaines, qui fait cette alliance de classe va avoir comme conséquence forcer les Belges à pouvoir organiser une table ronde qui finalement va déboucher sur l'indépendance du Congo, alors que le Belge n'était pas préparé à cette indépendance. Et d'ailleurs, il y a des contradictions entre les Belges, parce que le 13 janvier, il y a à la fois le message royal et la déclaration gouvernementale qui ne vont pas dans le même sens. Notre ferme résolution est aujourd'hui de conduire sans atermoiement funeste, mais sans précipitation inconsidérée, les populations congolaises à l'indépendance, dans la prospérité et la paix. L'indépendance est en marche. Les partis à proliférer, les leaders à s'affirmer. Lumumba et Kasavubu en première ligne. Mais plus ils sont populaires, plus le pouvoir colonial s'en méfie. Lumumba et Kasavubu sont jetés en prison avant de réapparaître comme des interlocuteurs inévitables. Pour les Belges du Congo, l'indépendance est encore inconcevable. Pour les Belges de Belgique, elle devient inéluctable. Reste à en fixer les modalités et le calendrier. Fin 59, des élections communales doivent préparer le terrain. C'est comme une première étape vers une indépendance encore lointaine. Pour les étapes suivantes, il faudra une grande négociation. Ce sera la fameuse table ronde. En janvier 1960, la Belgique met les petits plats dans les grands. Elle invite à Bruxelles tous les leaders politiques congolais. Bolikango, Ileo, Tshombe, Kalonji, Kasavubu, tous, sauf Lumumba, toujours en prison au Congo. Erreur fatale. À la surprise générale, les autres Congolais font bloc, ils exigent la présence de Lumumba et les Belges doivent céder. La table ronde est carrée. Elle doit résoudre la quadrature du cercle. Organiser l'indépendance selon la formule royale, sans atermoiement mais sans précipitation. C'est impossible. Paradoxalement, la partie est inégale. Mieux que les Belges, les Congolais savent ce qu'ils veulent. Ce sont eux qui imposent leur vue et leur rythme et qui fixent la date de l'indépendance au 30 juin. Le 20 février, quand la table ronde clôture ses travaux, le Congo belge n'a plus que 130 jours à vivre. Je suis particulièrement satisfait des résultats de la conférence de la table ronde. Le 30 juillet, notre peuple accède au rang des peuples libres et je peux assurer le peuple belge qu'à partir du 1er juillet 1960, une amitié sincère et durable persistera entre nos deux pays indépendants. Merci, M. le Moumou. Mbote mama. Yo batu bayebi yo te, yo zali ne mama Pauline Lumumba. Le 30 juin 1960. Mukolo wana ozoko yeba lisusu makambo ndenge elekaki. Le 30 juin 1960. Makambo elekaki kaka kuna na manini na ndako ya monene. Peuple congolais, mon pays et moi-même, nous reconnaissons avec joie et émotion que le Congo accède ce 30 juin 1960
en plein accord et amitié avec la Belgique, à l'indépendance et à la souveraineté internationale. Où la République du Congo se présente au monde et à l'histoire pleinement indépendante, nous ne pouvons pas nous empêcher de mesurer la gravité de nos responsabilités et, dans une attitude de profonde humilité, de demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. Président Kasavubu Alubi, Ishidi, des Sokiba, Yokuba, Napimi, Ministre Aluba, Sokiba, Yokuba. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté.
Du Congo, 50 ans ont passé. Que sait-on encore ici de l'histoire du Congo? Que savez-vous du Congo belge? C'est la question que nous avons posée à de nombreux Congolais. Le Congo belge? Pour nous? Je ne sais pas. Malheureusement, je ne sais pas. Je sais bien que notre pays, le Congo, a été colonisé par un pays, la Belgique. Et après un certain moment, on a eu notre indépendance, un certain 30 juin. C'est ce que je connais du Congo belge. En tout cas, je ne sais pas beaucoup. À l'époque du Congo belge, moi j'étais encore trop petit. Hein. Je ne sais pas tellement beaucoup. Il n'y a pas vraiment grand-chose comme souvenir. Moi j'ai étudié à l'époque du Congo belge. La scolarité était gratuite. Les soins de santé étaient vraiment à la portée de tout le monde. Vous comprendrez bien aussi que pendant à l'époque de la colonisation, dans tous les villages, le Belge était installé. Il y avait des véhicules, il y avait des approvisionnements, il y avait les centres de santé, il y avait les écoles de bonne qualité. Le Congo belge est parti, les Belges sont partis, ils ont laissé le Congo belge, le Congo en chantier aujourd'hui, on regrette. Généralement, quand nos collègues européens viennent pour réaliser des documentaires dans nos pays, ils cherchent toujours à poser des questions de manière tendancieuse. Et dans certains documents, on entend souvent des Congolais qui cherchent à magnifier l'œuvre coloniale. Qu'est-ce que vous en pensez? Les commentaires auxquels vous faites allusion, que nous avons tous suivis sur le documentaire réalisé par les journalistes de la télévision belge, ces commentaires, pour nous, c'est très très intéressant. Pour tous ceux qui analysent l'œuvre coloniale, la période coloniale, et pour tous ceux qui aujourd'hui essayent de reconstruire une pensée congolaise capable d'analyser correctement l'aventure coloniale. Alors, ce discours est intéressant, pourquoi? Parce que d'une part, il rejoint celui que tiennent la plupart des coloniaux, des anciens coloniaux, et surtout, c'est les discours que tiennent des néocolonialistes, c'est-à-dire tous ceux qui n'ont jamais accepté de gérer l'indépendance du Congo, ou ceux qui considèrent que l'indépendance a été accordée trop tôt et qu'il fallait encore attendre que les Congolais soient suffisamment mûrs pour gérer leur pays. Mais ils ne disent pas à quel moment et qui devait déterminer ces moments où le Congolais allait être mûr pour pouvoir gérer les affaires du pays. Oui, effectivement, pendant l'époque coloniale, l'enseignement était gratuit et le système d'enseignement, le système scolaire était très très généralisé. Mais ça, c'est l'envers, ça, c'est les décors. Un décor très, très luxueux. Mais il faut aussi voir l'envers du décor. Et l'envers du décor n'est pas réluisant. L'enseignement, évidemment, est fortement instrumentalisé. Pour les coloniaux, c'est un privilège qu'il faut accorder à quelques Congolais, notamment pour aller beaucoup plus loin, afin d'en faire des auxiliaires de l'ordre colonial. Donc, lorsqu'aujourd'hui, les Congolais font l'éloge de l'enseignement du temps colonial, ils doivent faire très attention, il faut le replacer dans ces contextes-là. Il est vrai que les enseignants étaient bien formés de l'école primaire, nos célèbres messieurs. Il est vrai aussi que les religieux et les religieuses faisaient preuve de beaucoup de dévouement, de beaucoup d'abnégation, de beaucoup de sérieux, mais tout cela était instrumentalisé à des fins de domination coloniale. Des enjeux, M. Mtunga, en RDC, il y a 5 ans, au Congo, hein, parce que vous venez de dire que les Congolais se sont battus pour leur liberté. Mais on a remarqué que là, en 2006, les élections qui ont été organisées, c'était pratiquement avec le financement de l'Occident. Mais en 2011, parlons des enjeux, puisqu'en 2011, il y aura des élections. Est-ce que faudrait-il qu'on puisse encore faire des élections avec l'aval de l'Occident? Moi, je crois que lorsque les premiers partis congolais militaient, l'essentiel des financements venait des membres, c'est-à-dire que les membres cotisaient, même les pauvres mamans des villages, les pauvres mamans des villes prenaient dans leur sac les peu d'argent qu'ils avaient pour mettre dans la caisse du parti. C'est-à-dire que les partis se donnaient les moyens, leurs propres moyens pour fonctionner. Or, que remarquons-nous aujourd'hui? Les Africains ont tendance à tendre la main.
pour organiser un petit truc, pour organiser une petite élection, même municipale, ils demandent de l'aide à l'extérieur. Or, un proverbe africain dit que la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. C'est-à-dire, lorsque vous demandez de l'aide à l'étranger, ben cet étranger ne va pas le faire gratuitement. Parce que, comme disait De Gaulle, les États n'ont pas d'amis. Les États n'ont que des intérêts. Donc, pour les prochaines élections de 2011, je crois que nous en avons un peu parlé, nous en avons parlé hors caméra tout à l'heure, les Africains, déjà en 2006, M. Mavambou venait de le dire, il y a eu des élections avec l'aide de l'Occident. Les urnes ne pourrissent pas, donc on peut utiliser les urnes des dernières élections de 2006. Bon, ce qui peut peut-être changer, c'est le renouvellement des listes électorales, puisqu'il y a des jeunes qui ont grandi, il y a des jeunes qui ont atteint aujourd'hui la majorité civique pour voter. Bon, ça demandera peut-être quelques frais, mais ces frais, je crois que l'État congolais a suffisamment de moyens pour financer le renouvellement des listes électorales. Arrêtons de quémander l'argent. Je crois que j'entends parler le chiffre de 700 millions d'euros pour organiser les élections. Non, arrêtons. Il faut que les Congolais s'organisent pour financer seuls ces élections. Et c'est possible. Nous sommes à l'époque des nouvelles technologies de l'information. On peut acheter des ordinateurs, on peut mettre des ordinateurs dans chaque chef-lieu de secteur. Donc, on peut créer des listes au niveau de chaque village, au niveau de chaque circonscription, et ça sera suffisant pour organiser des élections. Moi, je crois que si certains dirigeants politiques demandent cet argent, c'est en partie pour mettre une bonne partie de cet argent dans leur poche et qui ne servira même pas à l'organisation des élections. Voyons ce qui se passe en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, la paix en Côte d'Ivoire est menacée, tout simplement parce qu'on a fait appel à l'ONU, on a fait appel à l'Union européenne, et l'Union européenne veut récupérer sa mise. C'est tout à fait normal. Donc, pour 2011, essayons de faire en sorte que les Congolais soient vraiment indépendants dans l'organisation de cette élection présidentielle. En 1957, comme vous avez dit, les élections ont été organisées par les Belges. Ce n'est que normal. Le Congo était une colonie. Où les élections que Kasavubu était gagnant, il était bourgmestre. Alors, en 1964, les Congolais ont organisé des élections par leurs propres moyens, le référendum. Et en 1965, également, ils ont organisé des élections législatives par leurs propres moyens. Mais aujourd'hui, déjà en 2006, les Congolais ont fait recours au monde occidental. Et en 2011, les élections prochaines, les Congolais vont faire de même, parce qu'on entend les chiffres de 700 millions, 500 millions, 350 millions qui viendront du monde de l'extérieur. Alors, que pouvez-vous dire aujourd'hui, dans cette situation de la liberté que les Congolais ont demandé en 1959, d'être libres? Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire en 2011, en voyant toutes ces élections qui s'organisent par les Occidentaux? Oui, vous avez raison de rappeler les élections et de 57 et de 65. Parce qu'au moment des élections de 2006, dans toute la grande presse ici en Occident, il n'était question que de premières élections libres organisées au Congo depuis l'indépendance, ce qui est totalement faux. Certains d'entre nous, dans des petites stations de radio, des télés, dans la presse écrite, nous avons essayé de faire entendre la vérité historique. C'est qu'en 1965, sur la base du référendum de 1964 que vous avez rappelé, le Congo était pratiquement le seul pays d'Afrique subsaharienne à organiser des élections législatives pluralistes, démocratiques, transparentes, sans que la communauté internationale, comme on dit, ait dépensé un seul sou. À ce moment-là, aucun autre pays d'Afrique n'était dans un tel régime. Ni le Sénégal, qui est souvent cité en modèle,
c'était déjà presque, il s'acheminait le Sénégal vers un parti unique de fait. L'Afrique du Sud était encore sous domination de l'apartheid. Et même des pays comme l'Espagne et le Portugal ici en Europe étaient encore des régimes de dictature. Donc nous étions vraiment en démocratie. Et je pense que les élections présidentielles étaient prévues pour le mois de mars 1966. C'est le coup d'État de novembre 1965 qui a cassé ces processus-là. Le coup d'État de Mobutu. De Mobutu en 1965. Et donc la dimension financière, financement des élections, ne peut pas être séparée des deux autres dimensions. Dimension intellectuelle et dimension politique. Oui, il faut que nous-mêmes nous soyons en mesure, comme nous l'avons fait en 1965, d'organiser financièrement ces élections-là. Mais par exemple, on peut lancer une souscription. Un collectif des citoyens que nous sommes ici à l'Europe par exemple, nous pouvons lancer une souscription en disant, écoutez, tout Congolais vivant à l'étranger, eh bien, pour les élections, il faut cotiser autant. On commence même par $10. C'est le minimum. Ceux qui peuvent donner plus, donnent plus. Faisons des projections. Je pense qu'il est possible d'atteindre des millions. Parce que lorsqu'on voit la masse financière que nous envoyons à nos familles au Congo, c'est considérable. Les Belges eux-mêmes ont fait une évaluation. Ils se sont rendus compte que pendant X temps, la coopération publique, ce que le Congolais envoyait était nettement supérieur à ce que la coopération publique octroyait au Congo en termes d'aide au développement. Ce qui veut dire que la force financière, nous pouvons la mobiliser. Et d'ailleurs, en 2006, un citoyen congolais, professeur à l'université Thierry Landou, avait préconisé cela, disait, écoutez, cotisons nous-mêmes pour ces élections. Un autre intellectuel avait dit, mais si nos artisans pouvaient fabriquer les urnes, ça nous coûterait moins cher. Mais il y a eu des oppositions parfois assez bizarres à ces deux projets-là sur place. Mais maintenant, compte tenu de l'expérience, la nôtre et celle d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, je pense qu'il faut relancer cette initiative-là, de lancer une souscription publique ouverte à tout citoyen congolais. Et ceux qui sont à l'étranger, nous devons être le moteur de cela. Non seulement en France, en Belgique, en Allemagne, mais au Canada, aux États-Unis, en Australie, puisque nous sommes un peu partout. En Angleterre, lançons cette souscription-là. Voilà, il faut nous-mêmes financer, en tout cas, cofinancer cette élection sur le plan bientôt ces élections. Et à ce moment-là, nous revendiquons non pas les droits, mais le devoir de pouvoir surveiller la conception, la genèse et tout cela, de dérouler des élections, en commençant par le problème épineux du recensement des électeurs. Il faut pour voter que les gens aient une carte de citoyen, un document d'identité. Comment aller voter tout simplement avec une carte d'électeur sans avoir un document d'identité? Non. Donc ça c'est la dimension financière qu'il faut bien soigner. Je pense que nous sommes capables de l'organiser. Parce qu'il n'est pas possible que dans un pays comme le nôtre, où on trouve des grands, des érudits en matière économique qui travaillent à la Banque mondiale, au FMI, à la Banque africaine, dans des grandes sociétés, dans des grandes entreprises, n'est pas être capable de pouvoir organiser. C'est tout simplement un tissu animé à un niveau beaucoup plus élevé. Si nos mamans, nous tous ici, nous avons l'expérience des mamans, des tantes qui ont tenu pendant 20, 30, 40 ans un petit commerce d'arachide, du sucre, des charbons, un petit commerce qui a permis aux enfants d'étudier convenablement jusqu'à l'université, de bien soigner les enfants sans que ces mamans fassent faillite. Alors, il devient de plus en plus ahurissant de constater que nous ne sommes pas capables d'organiser financièrement une telle souscription. Mais pour que cette souscription puisse aboutir et atteindre ces résultats, il faut aussi qu'intellectuellement parlant, les intellectuels congolais puissent diffuser dans la société congolaise des outils d'analyse, des instruments de réflexion, de telle sorte que les choix politiques des Congolais soient des choix des citoyens et non pas des choix des gens bornés, manipulés par la propagande abrutissante des politiques aidés aussi par certains universitaires, tout simplement, qui jouent le rôle des mandarins. Donc, dimension intellectuelle, dans le sens que les choix politiques qui doivent intervenir à ce moment-là soient des choix mûrement réfléchis. Et pour cela, il faut que les citoyens, les Congolais puissent voter en citoyens, c'est-à-dire en esprit éclairé. Donc, il y a cette dimension. Et enfin, dimension politique. C'est-à-dire que dans les débats qu'il faut instaurer dans tous les domaines,
notamment les enjeux économiques, les enjeux géopolitiques, les enjeux géostratégiques que représente le Congo et notamment les élections, il faut suffisamment analyser ces enjeux-là, de telle sorte que de ces analyses, de ces regroupements des citoyens puissent dégager le contour d'une majorité politique capable cette fois-ci d'être à la hauteur des enjeux historiques. C'est-à-dire, les enjeux historiques, c'est quoi? La table ronde auquel vous avez fait allusion en 1960, c'est avec la révolte de 59 que les Belges ont été contre à cette table ronde-là. Mais la table ronde a eu lieu 40 ans après qu'un intellectuel congolais vivant en Belgique, Paul Panda Farnana, eut formulé des revendications claires en disant il est temps de mettre fin au travail forcé, il est temps de former des cadres congolais, notamment de médecins, il est temps qu'on organise, nous sommes en 1920, il est temps qu'on organise un conseil général qui doit gérer les affaires du Congo, au Congo, et où vont siéger des Congolais élus par des Congolais. Nous sommes en 1920. Vous savez que Paul Panda Farnana finalement est rentré au Congo. Il est mort dans des conditions qui n'ont jamais été clarifiées. Et d'ailleurs, il y a des amis qui sont en Belgique, notamment Paul Zana, Mathieu Zana, qui est professeur à Louvain et qui est chercheur au musée de Tervuren. Il y a Antoine Chitungu qui vont publier bientôt un ouvrage sur Paul Panda Farnana. Nous sommes en 1920, mais Paul Panda Farnana était très proche des mouvements panafricanistes avec les Wébé Dibois, Georges Pandemont, il était très proche d'eux. Donc dès 1920, vous voyez que souvent, dans l'histoire du peuple, il faut du temps. 1920, mais ce n'est qu'en 1960 que nous avons pu forcer les Belges à organiser la table ronde. Mais déjà en 1958, au moment de l'exposition universelle de Bruxelles, l'abbé Maloula, il n'est encore qu'abbé à ce moment-là, il a invité au congrès de l'humanisme chrétien, il dit, écoutez, il vaut mieux accorder l'indépendance beaucoup plus tôt que trop tard. Les Belges sont stupéfaits. Ils ne s'attendaient pas qu'un abbé, pur produit de la colonisation, puisse faire de telles revendications. C'est pour dire que la dimension intellectuelle est indispensable pour donner un sens à la dimension financière. La dimension intellectuelle a une place prépondérante dans cette stratégie qu'il faut élaborer pour que politiquement, dans les débats qui doivent avoir lieu sur tous les enjeux de l'indépendance, notamment sur le plan économique, parce que tous ces gens-là que vous avez cités qui ont financé les élections en 2006, mais ce n'était pas par philanthropie. Les gens oublient que en 1960, après la table ronde politique, la table ronde économique s'est tenue presque en catimini. Nous sommes les seuls pays d'Afrique où, au moment où il accède à l'indépendance, la métropole lui doit à peu près 35 milliards de francs belges de l'époque. 35 milliards de francs belges qui est valeur boursière, 37 milliards valeur de capitalisation. Et les Belges se sont arrangés, par exemple, pour dissoudre les CSK, le fameux comité spécial du Katanga, qui était propriétaire de l'union minière, propriétaire de grandes sociétés, en tout cas d'un patrimoine financier énorme qui aurait dû revenir au Congo, dissous quelques jours avant l'indépendance, et qui signe, qui appose sa signature là-bas, le ministre belge Cheven, en tant que ministre du Congo belge. Le même Cheven, on retrouve sa signature lorsque le roi Baudouin entérine la dissolution du CSK. C'est assez trouble. Donc, les enjeux économiques du Congo sont encore pendants. Ces contentieux-là n'a jamais été totalement résolu. Et non seulement n'a pas été résolu, mais c'est même pour sauver ces contentieux, ces patrimoines-là que c'est élaboré, qu'a été édifié ce fameux pacte néocolonial entre une fraction des hommes politiques congolais qualifiés de modérés et le monde occidental pour confisquer l'indépendance. Or, aujourd'hui, les enjeux économiques sont encore plus considérables qu'en 1960 du fait de l'implication d'autres pays comme la France et comme la Chine aujourd'hui. Et donc, par conséquent, il faut que la dimension intellectuelle soit de telle sorte que les choix politiques des Congolais soient conséquents et que dès maintenant, dès la préparation des élections, on commence déjà à esquisser le contour d'une majorité politique capable de donner un sens historique significatif aux 50 ans d'indépendance du Congo, c'est-à-dire finalement à l'histoire longue du Congo depuis l'État indépendant du Congo.
J'espère qu'il y a un guide pour nous, un guide meilleur qui va nous protéger, qui va nous aider, au lieu de fuir chaque fois. Un vieux que je considère toujours jeune m'a dit un jour: mon petit, tout homme doit mourir un jour, mais toutes les morts n'ont pas la même signification. Oh, Medi Ben Barka, Medinzela na yo ya Batonyonso, Medinzela na yo ya Lumumba, Medinzela na yo ya Che Guevara, Medinzela na yo ya Malcolm X, Medinzela na yo ya Umniope, Medinzela na yo ya Félix Moumié, Medinzela na yo ya Nguyen Van Choi, Medinzela na yo ya Tsoroki, Medinzela na yo ya Camilo Cienfuegos, Medinzela na yo ya Oji ya Enda, Medinzela na yo ya Camilo Torres, Medinzela na yo ya Abdelkader, Medinzela na yo ya Koulibaly, Medinzela na yo ya André Machua, Medinzela na yo ya Simon Kimbangu, Medinzela na yo ya Albert Lutuli, Medinzela na yo ya Bogandao, oh, ya tiers-monde, oh, ya libération, ya pas peuple.